Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'interview avec Fiana, éducatrice Montessori. Si tu as loupé la première partie, n'hésite pas à d'abord aller écouter le début de cette interview qui était déjà passionnante et tu vas voir que là, pour la suite, on va encore parler de sujets tellement importants sur en quoi cette pédagogie répond vraiment super bien aux besoins de l'enfant, mais on va aussi parler d'un sujet phare qui est les devoirs à la maison. Enfin voilà, reste bien jusqu'au bout, tu vas voir que ça va être encore passionnant et je te laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Concernant cette question du respect des besoins de l'enfant, il y a quelque chose que tu n'as pas expliqué. Moi, je sais, puisque j'ai mon fils dans l'école, que ça fonctionne comme ça, que je trouve intéressant, que les gens ne savent peut-être pas dans le fonctionnement, c'est que il n'y a pas sur la matinée et sur l'après-midi, il n'y a pas de temps de récréation vraiment cadré avec des horaires et tout ça. Mais par contre, chaque enfant peut faire des pauses au moment où il en a besoin. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial aussi parce que, en réalité, déjà, ça aide à garder le calme sur plusieurs heures, que ça fonctionne comme ça. Mais c'est surtout que, bah, effectivement, quand, alors, il y a des salariés qui ont aussi des heures de pause définies. Mais pour tous ceux qui prennent leur pause au moment où ils ont besoin de faire une petite pause café et tout ça, il y en a plein qui vont se reconnaître à se dire, bah, moi, ça m'arrange quand même de faire ma pause café au moment où j'ai envie. Je finis une tâche, par exemple, et là, je me dis, tiens, je vais me faire mon petit café, et puis après, je me remets à autre chose. Et on n'a pas le même rythme, et on va pas forcément le faire au même moment que la personne qui travaille dans le bureau d'à côté, pour les gens qui sont au bureau, évidemment. Il y a plein de métiers différents, mais c'est pour Oui, donner un exemple. Et je trouve que c'est bien parce que là, ils ont la possibilité, eux aussi, ben, quand ils ont besoin, et chacun est différent, et peut-être qu'il y en a qui n'auront besoin dans la matinée que d'une petite pause de 5 minutes, et d'autres, ils auront besoin de 4 ou 5 pauses de 10 minutes, parce qu'ils ont besoin de ça pour se remettre, voilà, reprendre un peu des forces pour retravailler derrière. Et ça, je trouve que c'est oui, super de donner cette possibilité. Et malheureusement, dans le public, ça dépend des enseignants évidemment, mais les enfants ont rarement la possibilité comme ça de faire des pauses au moment qui leur conviendrait. Et à l'inverse, je l'ai beaucoup vu, il y a des enfants qui, au moment où ça y est, ça sonne la récréation, on les coupe en plein milieu de quelque chose, ou au contraire, ils étaient enfin lancés, ils avaient enfin une dynamique intéressante, ils étaient partis, et quand on revient, ils savent plus où ils en sont, ils ont du mal à se remettre dans la tâche qu'ils étaient en train de faire, donc c'est vrai que c'est pas logique, ces histoires de pauses oui, cadrées. oui. Alors, c'est vraiment une grosse partie du travail de Maria Montessori, c'est dans ses recherches de neurosciences. Je pourrais, si tu veux, t'envoyer un petit diagramme pour les parents qui sont intéressés par ça. Mm. Très simple, un petit schéma très simple. En fait, elle a remarqué que les enfants, ils avaient 3 heures de concentration en continu. Et sur ces 3 heures, il y avait 3 temps très distincts. Il y a un temps de préparation, de mise au travail, qui est variable en fait d'un enfant à l'autre et même d'un adulte à l'autre en fait. Bien sûr. Il y a des personnes qui ont juste besoin de poser leurs affaires et en 5 minutes, hop, ils se mettent au travail. Et d'autres qui vont rêver un petit peu. Mais ils vont être actifs, hein, ils vont faire des choses, mais ils vont rêver un petit peu, bon, voilà, un petit peu plus longtemps. Ça va leur prendre 15-20 minutes. Chez les enfants, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. T'imagines 1 heure où en fait ils commencent un petit truc, puis en fait ils réfléchissent et puis ils ont un peu la tête en l'air, etc. Ils sont pas tout à fait dedans. Et cette phase-là, elle est hyper importante parce qu'après, elle est suivie d'une phase de concentration profonde. Et ça, c'est souvent là qu'il y a la récréation, généralement. Dans le public, pour, oui, ça tombe pile à ce pour le moment-là, bien public. sûr. Mm. Voilà.
Donc, ça y est, on rentre dans une phase active de concentration. Là, faut pas toucher au travail de l'enfant, faut pas le déranger, faut pas venir lui parler, faut pas lui dire tout à l'heure on va faire ci ou ça. En fait, faut le laisser tranquille. Il est dans sa phase active. Ça peut durer 1 heure et demie pour certains enfants. Et là, je vous dis, le travail est efficace, hein. C'est-à-dire que là, quand il est concentré, c'est très 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 efficace. Mais il faut pas déranger cette phase-là. Et puis ensuite, il y a une phase un peu où tout ce qu'ils ont appris pendant cette heure et demie de concentration active, eh bien, ça va venir s'ancrer dans le cerveau. Donc, on repart dans une phase un peu latente où il se passe un peu rien, où ils prennent leur pause, où parfois ils vont faire un puzzle, ils vont prendre un livre, ils vont rien faire, ils vont observer ce qui se passe autour d'eux. Et ça aussi, il faut le respecter parce qu'en fait, c'est le cerveau qui est en train de mobiliser toutes les connaissances et les ancrer dans leur tête. Et c'est important qu'on respecte cette phase-là aussi. Et en fait, vraiment, depuis des années, hein, maintenant que je fais ça, c'est vraiment un processus qui est très intéressant à voir parce que des fois, on va se dire, mais ils font rien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va en voir un qui travaille vraiment très concentré dans son cahier avec des exercices, et puis on va voir quelqu'un d'autre qui regarde un peu autour d'eux, etc. Mais quand on fait le bilan de la journée, en fait, le travail est très, très, très efficace, et il n'y a aucun souci. Les enfants bossent vraiment. Enfin, je ne sais pas, je suis sûre qu'ils font pas rien de leur journée, mais il y a ces temps-là qui énormément important à respecter pour avoir ce temps de concentration euh, vraiment précis. On est obligé de respecter les 2 phases d'avant et après. Oui. C'est obligé. Et toutes les fois où, parce que je n'avais pas le choix, j'ai dû couper un enfant dans sa phase de concentration profonde, parce que ça arrive hein, parfois, il y a des impératifs, bah, impossible de les remettre dans le travail après, quoi, hein. C'est ça. On recommence du début. En fait, à chaque fois qu'on va les couper dans une des 3 phrases, eh bien, on reprend depuis le début, en fait. Oui. Donc, c'est un éternel recommencement et vraiment 3 heures, c'est le minimum pour que ça fonctionne bien. On peut tirer un peu plus sur des élèves plus grands comme ceux de ma classe, mais 3 heures, c'est bien. Honnêtement, 3 heures de travail continu, c'est bien. Mm. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant et c'est là qu'on Mm. voit que on met en place des choses qui sont alignées plus avec le vrai fonctionnement du cerveau de l'enfant de façon Oui. globale. Donc, c'est hyper intéressant. Oui, Et, après, c'est les neurosciences, quoi, hein. C'est les ouais. études aussi qui le montrent, hein. C'est pas... Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Mm, mm. Je pense à autre chose, Fiona, c'est cette question des devoirs. Parce que c'est un sacré sujet. Les fameux De mon devoirs. côté, je suis anti-devoir et il y en a pas Mm. dans l'école Montessori, mais pour les familles qui écoutent et qui se disent, bah oui, mais les devoirs, c'est important, etc. Est-ce que, en 2 mots, pour essayer d'aller vite quand même, est-ce que déjà, d'une part, tu peux rassurer les familles que même quand il n'y a pas de devoirs, les enfants réussissent et ont de très bons résultats et apprennent et au contraire, peut-être même que c'est grâce à ça qu'ils apprennent mieux, parce qu'ils se Mais, reposent à la maison, ils prennent du temps pour faire autre chose, pour passer des moments en famille ou à faire quelque chose pour reposer le cerveau. mais alors, peut-être que déjà, dans un premier temps, ils peuvent se demander pour qui c'est important les devoirs. Est-ce que c'est important pour leur enfant? Est-ce que leur enfant a envie de travailler quand il rentre à la maison? Ou est-ce que c'est important pour eux? Déjà, peut-être première question à se poser, une petite rétrospective individuelle. Mais une petite mise en situation que je donne à tous les parents très inquiets de ne pas avoir fait de devoirs, etc. C'est vous, vous êtes au travail. Toute la journée, vous faites plein de choses, vous accomplissez plein de tâches, vous êtes très content de vous, vous avez été hyper productif, vous avez donné tout ce que vous aviez pendant 8 heures. Vous rentrez chez vous, etc. Et puis là, votre patron, il vous demande de tout refaire. Tout ce que vous avez fait dans la journée, vous devez le refaire une deuxième fois, le soir, pendant 1 heure ou 2 heures. Ben non, en fait, vous n'y arriverez pas. Déjà, vous ne serez pas compétent, vous n'arriverez pas à le faire correctement, ce serait vraiment très difficile pour vous. Et en plus de ça, ben, vous n'en avez absolument pas envie. Vous avez besoin de faire des choses qui sont différentes de ce que vous faites toute la journée. Ben, en fait, les enfants, c'est la même chose. Toute la journée, ils ont donné beaucoup d'efforts.
pour apprendre, pour s'investir, pour donner de leur personne, etc. Et bien le soir, ils ont besoin de faire des choses qui sont différentes de ce qu'ils font la journée, aller faire des activités extrascolaires, passer du temps avec sa famille, profiter de manger tranquillement, et justement poser par les mots qu'ils ont fait de leur journée avec leurs parents. Aujourd'hui, j'ai appris ci et ça, j'ai fait ci et ça. Ah bon, ben voilà. Vous voyez, à travers ça, on peut aussi en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font à Mm. l'école, mais leur redemander de refaire ce qu'ils ont fait pendant la journée, je trouve que c'est pas humain, quoi. Oui. Enfin, si on demandait ça à un adulte, il serait absolument contre, Mm. tout simplement. Et eux, ça reste des enfants. Donc, En plus. c'est d'autant plus difficile pour eux. Et souvent bah, c'est source de problèmes, de conflits avec le parent. Ça se passe pas très bien. Et puis, c'est pas votre métier. Vous Oui, avez aucune formation dans le domaine de la pédagogie. Pour la plupart, hein, peut-être qu'il y a certains enfants qui bien ont des sûr. parents enseignants, mais pour la plupart, ils n'ont pas de formation dans la pédagogie, donc ils ne savent pas. Et souvent, ce que je remarque, c'est que ça a l'effet inverse sur l'enfant, c'est que si les parents, parce que j'ai certains parents qui sont un peu coquins et qui veulent quand même faire travailler leur enfant à la maison, et ce qu'on remarque, c'est que bah, du coup, l'enfant ne veut plus travailler à l'école, Ouais. il est trop fatigué. Il y a une surcharge cognitive, quoi. Il y a une surcharge, au bout d'un moment, ben non. Moi, on me demande de faire ça à l'école, et en plus, ce soir, on me demande de faire ça à la maison, et ben moi, j'ai plus envie de le faire du tout. C'est trop. C'est trop, voilà. Mm. Je pense qu'il y a aussi pas mal de ça chez les parents. Et puis souvent, ils se disent, ah bon, ben d'accord, j'arrête de suite, parce qu'ils Oui. comprennent bien que l'objectif, c'est pas qu'ils travaillent à la maison, mais qu'ils travaillent à l'école, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, moi là, pour les familles qui nous écoutent, qui ont leur enfant dans le public, ce qui doit être certainement la grande majorité des personnes qui écoutent, Ouais, moi personnellement, je sais pas si tu aurais le même entre guillemets conseil à leur donner, mais je leur conseillerais d'échanger avec l'enseignant. Évidemment, oui, on décide pas sur un coup de tête sans jamais en avoir parlé à l'enseignant. À partir d'aujourd'hui, tu feras plus tes devoirs et puis l'enfant, il risque de retourner à l'école et de se faire en plus se gronder. Donc c'est oui, pas forcément une bonne idée. Mais par contre, de prendre non, rendez-vous avec l'enseignant et d'expliquer un petit peu dans le cas où on est dans une situation, comme je sais que c'est dans beaucoup de familles, où c'est très contraignant le soir, ça crée des tensions, on se retrouve avec un enfant fatigué. Essayez de voir déjà avec l'enseignant si, bah justement, est-ce que la journée ça se passe bien, est-ce que tout est ok, il travaille bien, il a de l'énergie pour, et mm, essayez peut-être quand même de faire prendre conscience à l'enseignant qui a peut-être jamais pris le temps de réfléchir vraiment à cette question parce quand on est enseignant, on applique un peu les trucs habituels, hein. Moi, j'en ai donné plein oui, de devoirs hein, quand j'étais enseignante, hein. Alors, pas beaucoup, oui, mais ça m'est arrivé plein de fois d'en donner et j'ai mis longtemps avant de prendre ce recul et de me rendre compte que c'était pas parce que c'était habituel qu'il fallait oui, continuer à le faire. Mais en attendant, mm, du coup, ça peut valoir le coup d'aller discuter avec l'enseignant et d'essayer de lui faire prendre conscience que peut-être que, en tout cas, peut-être pas pour toute la classe, j'en sais rien, mais que certains enfants, dont le mien, qui vient en mm, parler là, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'en fait, c'est peut-être plutôt quelque chose qui le dessert plutôt qu'il le sert. Et oui. voilà, je pense que ça peut être bien quand même d'essayer de d'oser aller parler à l'enseignant. Faut Oui. trouver les mots, faut pas rentrer, voilà, Et faut si pas aller jamais chercher vraiment, la confrontation et des tensions bien non sûr, plus. oui, oui, oui. Mais on peut oser en parler. Il y a beaucoup de parents qui n'osent pas parce qu'ils se disent, bah Mm, oui, mais c'est comme ça et on doit faire avec. Mais en fait, alors c'est pas le cas de tous, évidemment. Chaque individu est différent, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont ouverts à la discussion. Donc on peut prendre rendez-vous et dire, ben, on va quand même mettre ce sujet sur le tapis parce que chez nous, c'est une souffrance au quotidien, cette histoire de devoir, et il y a oui. peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Donc, En tout cas, d'alléger dans un premier temps, peut-être demander à ce que les devoirs soient donnés longtemps à l'avance pour qu'on puisse les faire sur un week-end. C'est déjà s'organiser, plus voilà. confortable, Ouais. voilà. C'est plus confortable que de le faire le soir en semaine. Et ça, déjà, ça demande pas beaucoup de changements auprès de l'enseignant. Il les donne suffisamment à l'avance pour que nous, on puisse s'organiser à faire ça étalé sur le week-end, 10-15 minutes le matin, Mhm. peut-être un petit peu en après-midi si de la C'est ça. concentration. Et sur 2 jours, finalement, on arrive à faire le travail Pour la de ce semaine. qu'il faut faire
commande. Donc ça peut être une première chose. C'est-à-dire qu'on le fait, mais un peu on s'organise pour que ce soit bon pour notre enfant. Mm. Et dans un deuxième temps, on peut aussi proposer, est-ce que c'est OK de faire différemment que ce qu'on nous propose? Par exemple, si c'est travailler des mots de dictée, au lieu de les écrire, est-ce que ça vous va s'ils utilisent des lettres magnétiques? Ça, tout le monde peut s'en fournir à la maison. Oui. Et ça fait un jeu, par exemple, pendant que moi je prépare le repas, sur le frigo, tu vas t'entraîner à écrire les mots C'est ça. avec les lettres magnétiques. C'est un jeu, l'enfant il est dedans et on peut le faire un soir de semaine, 5-10 minutes pendant que Exactement. maman ou papa est en train de préparer le repas. Ça, est-ce que c'est OK pour l'enseignant qu'on fasse ça au lieu de les écrire dans le petit cahier? Ça peut être une première chose. Quitte à prendre en photo le travail de l'enfant. Si c'est important pour l'enseignant d'avoir un retour de ce qu'il fait à la maison, hop, le parent prend une photo, l'envoie à l'enseignant, ben voilà, on a travaillé les mots de la dictée, c'est super, on a fait avec les lettres magnétiques, Exactement. c'est beau. Ça peut être une chose comme ça. L'apprentissage des poésies, c'est quelque chose qui est très traditionnel dans le public. Nous, on le fait pas dans un Montessori, mais c'est quelque chose de très traditionnel dans le public. Voilà, est-ce que ça peut être fait sous différentes formes? Est-ce que si mon enfant, c'est quelque chose qui le stresse énormément, je peux avoir plus de temps pour la préparer? Est-ce que je peux l'avoir longtemps à l'avance pour qu'on apprenne qu'une phrase ou une ligne par jour? Parce que c'est quelque chose de difficile. Est-ce qu'il peut le faire en chanson? Parce qu'il adore chanter. Enfin voilà, essayer de trouver des choses qui sont un peu plus ludiques. C'est ça. Et qui ressemblent moins à ce qui se passe à l'école. En fait, je pense que c'est ça qui est très perturbant pour l'enfant, c'est qu'il a l'impression de ce truc de se répéter qui est bien, mais à l'école, pas à la Bien maison. sûr. À la maison, il faut que ça prenne différentes formes. La lecture, est-ce que ça peut être papa ou maman lit un petit peu et moi je lis un petit peu pour éviter de trop le fatiguer. Voilà, essayer de parler avec l'enseignant de formes un petit peu alternatives qui permettrait de faire ça. Pour les additions et les soustractions, est-ce qu'on peut s'amuser de le faire avec des pâtes, des petites coquillettes, s'amuser à faire des choses comme ça, ou enfin voilà, avec des choses vraiment qu'on a à la maison, faire les exercices qu'on nous demande, mais juste différemment. Et ça, je pense que ça peut aider les enfants qui, par exemple, sont en surcharge parce qu'ils donnent énormément d'eux-mêmes la journée à l'école. Le soir, c'est juste pas possible en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que, pour finir quand même, Fiona, pour qu'on sache où tu travailles, pour les familles qui sont sur Toulouse ou très proches de Oui. Toulouse, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'école où tu travailles, qui s'appelle donc La Violette Toulousaine, et nous dire un petit peu plus où elle se situe, quelle tranche d'âge est accueillie dans l'école, et où les personnes qui seraient sur le secteur pourraient trouver plus d'informations? Alors, notre école, elle se situe dans le quartier Croix-de-Pierre à Toulouse. Bon, je sais pas, Alice pourra peut-être témoigner, c'est vraiment un petit écrin de verdure. On a beaucoup de chance parce qu'on est en plein centre-ville de Toulouse et ben, on n'a pas de béton dans notre cours. C'est vraiment sur des extérieurs et sur le petit parc qui donne Maurice Bécane qui est juste à côté, qui est vraiment, vraiment chouette. On accueille les enfants de l'âge de 2 ans à 15 ans. Donc, on a une classe pour les 2-3 ans, mais là, c'est vraiment des tout petits. On a aussi 2 classes de 3-6 ans pour la maternelle. Et on a une classe de 6-9 ans et une classe de 9-15 ans. Donc, ça, c'est ma classe, c'est la classe des 9-15. On est une école bilingue, on n'en a pas parlé, mais Oui, on c'est est ce une que j'allais dire. école bilingue, français-anglais. Donc, les enfants sont à moitié de la journée dans une ambiance en anglais avec une professeure qui parle que anglais. Et qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je réfléchis, oui, donc vous pouvez aller sur notre site internet. Oui, je mettrai le lien du site Euh, internet. ouais, voilà. On a Instagram aussi qu'on n'a pas trop nourri ces derniers temps. Il y a il y a Ils beaucoup peuvent aller voir. d'informations intéressantes Voilà, dessus, sur la il y a beaucoup pédagogie d'infos, et tout ça. exactement. Oui. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur notre école. Est-ce que les familles peuvent prendre contact pour venir visiter Oui, l'école, alors même si on directement, est encore tôt dans l'année? Il y en a qui se posent mm, peut-être déjà la question, oui. mon enfant En grandit, fait, va on bientôt aller à accepte des l'école. rendez-vous. Voilà. Oui.
On accepte des rendez-vous à peu près tout le temps toute l'année scolaire. Donc, il n'y a pas de problème. Ils peuvent envoyer soit un mail directement ou contacter à travers contactez-moi sur le site internet. Oui. Et c'est Florentin, mon mari, qui prend les rendez-vous et qui est le directeur de l'école, qui fera visiter l'école et qui pourra présenter la pédagogie et l'école aux parents. On a encore des places. Généralement, on est plein en cours d'année. Donc, il peut y avoir des arrivées en cours d'année si une famille déménage ou se dit en cours d'année, finalement, j'aimerais me tourner vers ce type d'école. C'est quand même, il y a des possibilités. Enfin, il faut contacter l'école. Mais... Alors, pas dans toutes les classes, mais je sais qu'il y a encore des possibilités. Et puis, comme on est une école bilingue, on a, je sais pas si c'est quel pourcentage, mais on a beaucoup d'enfants qui sont expatriés. Oui. Et qui sont parfois là pour 6 mois et pas toute l'année scolaire. Donc finalement, il y a des places qui libèrent en cours d'année. Il ne faut vraiment pas hésiter à contacter parce que on n'est jamais à temps d'avoir une possibilité dans l'année. Oui. Et d'ailleurs, cette diversité, ça enrichit encore plus les choses. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment très riche parce qu'il y a vraiment beaucoup de nationalités représentées dans l'école. Et bon, c'est vraiment une force, je trouve, pour les enfants. C'est énorme. Et puis, ça crée une motivation pour l'apprentissage des langues aussi, de pouvoir aller échanger dans la langue que l'enfant va comprendre, etc. Donc ça, c'est super. Oui. C'est toujours très étonnant pour les parents quand tout d'un coup, ils voient leur enfant parler complètement une autre langue, alors qu'eux la pratiquent pas du tout à la maison. Toujours un peu, il est meilleur que moi en anglais. C'est ça. Ouais, parce que l'anglais dans votre école, c'est dès le début, dès les tout petits. Oui, dès les tout petits. Ouais, non, c'est super. Il y a beaucoup d'enfants qui terminent la maternelle en étant déjà plus ou moins bilingues, en tout cas qui parlent très bien, quoi, qui se débrouillent. Oui. Ouais, non, c'est super. Bon, merci beaucoup, Fianna, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui avec autant de clarté, de sensibilité. Je pense que beaucoup de mamans vont ressortir de cet épisode avec un regard un peu différent sur ce que c'est que bien accompagner un enfant et ce qui est réellement la pédagogie Montessori au-delà de ces jeux en bois. Et si toi qui nous écoutes, tu sens que ton enfant entre 6 mois et 3 ans vit des nuits très hachées, puisque c'est mon domaine, ou peut-être des endormissements difficiles ou des réveils à la répétition depuis bien trop longtemps, sache que je propose régulièrement un atelier gratuit en ligne en direct avec moi qui s'intitule « Comment retrouver des nuits sereines sans laisser pleurer ton enfant ?» Il est là pour t'aider à comprendre ce qui se joue et à retrouver un quotidien un peu plus doux. C'est pas un coaching gratuit, c'est un moment où je donne des pistes, où je donne des clés et où j'explique aussi l'accompagnement que je propose si tu en as besoin. Tu peux t'inscrire à la prochaine session directement sur mon site ou dans le lien que je vais mettre en description. Donc c'est go.enfancepositive.fr, enfance positive au pluriel. Et donc reste bien connecté parce que dans le prochain épisode, suite à cet épisode enregistré avec Fianna, j'ai décidé d'enregistrer un épisode solo un peu plus personnel où je te partagerai mon regard d'ancienne prof et pourquoi j'ai fait le choix de sortir mon fils du système traditionnel. On parlera donc d'école, un peu de handicap, de pression, de besoins profonds aussi. On fera le lien avec cet épisode. Donc à très vite et merci encore Fianna. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.